Hey, ça va? Ça va aujourd'hui? N'hésitez pas à répondre à la question. Ce podcast peut être interactif. Il faut le savoir. En plus, ça fera plaisir aux gens qui sont autour de vous. Vous avez probablement des écouteurs ou un casque. Ils verront que vous êtes en train de parler. Ils diront, ah, mais tiens, il ou elle a enfin des amis. Parce que on s'inquiète pour vous là. Vraiment, vous écoutez un peu trop de podcasts. Vous avez raison. Parce que celui-là, il va être intéressant. On va parler de Tarzan. Tarzan, c'est un personnage qui m'est cher, puisque forcément, j'ai vécu la même chose, puisque je suis né en Afrique également. J'ai été élevé par des animaux sauvages, et je suis, comme lui, extrêmement musclé. Donc forcément, ça me parle tout ça. Le remake de cette année, sorti le 6 juillet 2016, a été réalisé par David Yates, qui est un réalisateur que je déteste. C'est un mec qui a juste chié les derniers films de Harry Potter. C'est tout ce qu'il a réussi à faire. Et après, il a fait genre de l'histoire magique du dauphin et l'histoire magique du dauphin 2. Je sais, voilà. À partir de là, j'ai rien à dire de plus. Genre, je l'ai pas vu, vous l'avez pas vu, mais on s'est compris que c'est pas un bon réalisateur. C'est servi par Alexander Skarsgård qui joue donc Tarzan et qui était le Eric Northman de True Blood. C'est un acteur qui a assez la classe, qui est un très bon acteur d'ailleurs, qui le montre pas forcément dans ce film, mais bon, on y reviendra. Margot Robbie également, Christophe Waltz, plutôt de bons acteurs en général. Un petit film d'aventure et d'action, mais bon, forcément, étant donné le sujet, c'est assez empreint de choses assez délicates, comme du colonialisme et un certain paternalisme vis-à-vis de l'Afrique. On en a plutôt bien parlé avec Arnaud dans cet épisode. Je vous laisse écouter. À très vite. Alors c'est assez drôle parce ça s'appelle The Legend of Tarzan en VO. Ah ouais? Oui, tu savais pas? Et Non, non. c'est l'une des rares fois où le titre français est moins long et plus percutant, tu vois, tout simplement. Oui, du coup, alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais inaugurer le truc par quelque chose de spécial? Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que adapter Tarzan, je trouve que c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Parce que, en fait, c'est un archétype d'histoire qu'on retrouve beaucoup à Hollywood et qu'on pourrait presque appeler le syndrome de Tarzan, en fait. C'est-à-dire que c'est quand un film ou une histoire raconte, en fait, l'histoire d'un blanc qui se retrouve immergé dans une autre culture et qui devient en fait le roi de cette culture parce que, étant blanc, il est meilleur. Ouais. Et donc à partir de là, il se met à les diriger comme un leader naturel. Et en fait, c'est une histoire qui commence à exister à partir du 19e siècle, parce que c'est une histoire qui, évidemment, euh, par Empreinte essence, de. Ouais. est coloniale, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment un peu ce côté paternaliste, tu vois, de la colonisation de l'Afrique, où on disait que ces peuples, c'était comme des enfants et qu'il fallait des gens, en fait, pour les guider. Et en fait, je pense que donc c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le cinéma hollywoodien d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu vois des films comme Danse avec les loups, comme Le Dernier Samouraï, comme Avatar, Ouais. comme John Qui est, Carter, qui est Danse avec les loups, mais en bleu. qui est Ouais, Danse ouais. avec les loups mais en bleu, en fait c'est un archétype d'histoire, et c'est marrant, donc qui était très présent jusqu'aux années 50, on va dire, quelque chose comme ça, et ensuite qui revient en force à partir des années 70. C'est-à-dire que les années 70, c'est un peu le moment où le western américain s'est mis à un petit peu changer, c'est-à-dire on n'a plus vu l'Indien comme un sauvage, comme un barbare, mais plutôt comme un bon sauvage à partir des années 70. Et donc il y a un retour en force de cette histoire qui paradoxalement essaie de montrer en fait les peuples indigènes, notamment américains, comme de gentils naïfs. Et pour essayer un peu de changer cette attitude coloniale qui a pu exister avant, mais paradoxalement, je trouve que c'est un type d'histoire qui reste très colonial en fait. Je comprends le fait de. Oui, la difficulté est d'autant plus importante que le bouquin lui-même est
à la fois forcément colonialiste, raciste, sexiste, en fait. Mhm. Ce qui est la norme au 19e siècle. C'est ça. Et moi, effectivement, alors c'est un peu l'autre versant de ce que tu dis. Alors certes, c'est difficile à adapter, mais moi, je n'aimerais pas avoir d'adaptation. J'aimerais enfin avoir un héros. Alors bon, en l'occurrence, pas ce héros-là, parce que on va être euh, on va être dans des relations plus complexes, lui, puisqu'il est techniquement né en Afrique, il a été élevé par par des gorilles dopés, je sais pas, on dirait presque des gorilles radioactifs tellement ils sont ultra musclés. Mais, euh, mais j'en ai marre de voir des The Patriot où Ouais. le mec, un siècle avant l'abolition de l'esclavage, avait des employés noirs et les avait tous affranchis, tu vois. Ouais. J'aimerais avoir un film où ton héros, il est juste raciste parce qu'à l'époque, c'était normal d'être raciste. Et c'est difficile hein, de faire ça. Hein. Je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais il y a un certain moment, si tu dois aller dans l'histoire et analyser l'histoire, il y a des façons de penser qui, je suis désolé, n'existaient pas. Et donc, tu peux pas forcément tout faire comme Voilà, aujourd'hui. et en fait sur ça je suis tout à fait d'accord avec toi et je crois que ça développe, ça me fait penser à quelque chose, c'est généralement tous les ans, sur les quelques films allemands qui vont sortir en France, tu vas en avoir 3 sur des résistants allemands. Ils C'est-à-dire étaient 4. Ils étaient 4, ils ont fait 10 films sur chacun d'eux, quoi. C'est-à-dire que quand les Allemands font un film comme ça sur le nazisme, on prend toujours les 2 pelés 3 tondus, tu vois, qui étaient résistants, et en abordant très très rarement, en fait, la majorité de la population. Et en fait, si tu veux, c'est un peu la même chose quand on reprend quand on essaie de faire une histoire tarzanesque. C'est-à-dire que quand tu fais Danse avec les loups, plutôt que de parler des 99% de blancs qui avaient qu'une envie, c'était de trucider de l'Indien, on va parler de celui qui s'est rapproché de... Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que ça analyse pas critiquement en fait les phénomènes qui étaient en œuvre pour essayer de justifier le colonialisme, l'esclavage ou ce genre de choses en fait finalement. Alors, certes, ceci dit, bon, on est un peu méchant dans le sens où, effectivement, ce sont des critiques qu'on pourrait donner à tous les films qu'on vient de citer, qui sont techniquement des films originaux. Là, on sait, c'est la baseline du film. Ce mec, c'est un mec qui a été élevé par les gorilles et ses parents, c'était des nobles anglais. Donc, si tu veux, on est obligé de dire OK à ça et on est obligé de dire OK, c'est ton adaptation de ça. Donc c'est vrai que, bon, comme prémisse, on est dans le pur blanc qui va sauver des noirs. Et c'est, pour le coup, moi, je m'étais un petit peu noté ça en conclusion parce que, quelles que soient les nuances qui sont posées à ce film, quelles que soient les difficultés de son approche, parce que ce qui est intéressant aussi dans un tel film et dans ce film-là, c'est que Tarzan, c'est pas simplement une question de je suis un blanc né en Afrique, je suis une sorte de, tu sais, de pied noir ou un truc comme ça. Lui, c'est un double immigré parce que c'est même un immigré chez les humains. C'est vrai, il y a toujours une sorte de mise en abîme par rapport au fait que déjà, petit 1, tu vois, même dans la tribu africaine, c'était un extérieur parce qu'il était élevé par les gorilles, et chez les Anglaises, c'était un extérieur parce qu'il venait d'une tribu africaine. Mais alors, en fait, tu soulèves, je pense, un point important, c'est quelque chose je pense à ça depuis un petit moment, c'est-à-dire que euh, on parle énormément en ce moment, notamment dans les milieux des scénaristes, de la structure en 3 actes. On l'a déjà abordé un peu dans ce podcast. Et parfois, quand tu écoutes parler des gens, en fait, t'as l'impression que c'est la seule structure d'histoire possible et imaginable. Et ce qui est marrant, c'est de voir que cette construction en 3 actes, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment du XXe siècle, quoi. C'est quelque chose d'assez contemporain. On racontait pas toujours les histoires comme ça, même si tu regardes par exemple les histoires de Shakespeare, elles sont écrites en 5 actes, quoi, pas en 3. Et donc même en Occident, je veux dire, c'est pas quelque chose de si univers. C'est parce qu'ils avaient le temps à l'époque, c'est pour ça. Mais en fait, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que un type d'histoire ne peut exister qu'avec
une société, avec une société en particulier, c'est-à-dire qu'une histoire va parler d'un modèle de société particulier. Par exemple, si tu prends, je vais prendre une structure classique, mais si tu prends la tragédie grecque, par exemple, elle est contemporaine de l'apparition de la démocratie. Ça veut dire que quand tu prends la tragédie, c'est une histoire qui en elle-même parle de démocratie et d'ailleurs c'est marrant de voir que dans les moments un peu de résistance, on revient souvent à la tragédie alors que c'est une structure qu'on ne développe plus trop dans le cinéma ou dans les histoires aujourd'hui. Si tu regardes par exemple les œuvres que Anouilh a écrites pendant l'occupation allemande, c'était Antigone par exemple, tu vois, il reprend en fait les tragédies classiques. D'une même manière, la science-fiction, elle ne peut pas exister avant la révolution industrielle, ça n'aurait pas de sens, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose qui va penser la société à partir de la révolution industrielle, c'est vraiment, c'est le genre, tu vois, qui va penser le capitalisme contemporain, qui va penser quelque chose comme ça, quoi, de la même manière, cette histoire de Tarzan ne peut pas exister avant en fait le colonialisme, et même je vais dire avant le second empire colonial, quoi, avant la colonisation de l'Afrique, quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose de constitutif dans ça. Donc en fait c'est une structure d'histoire qui va parler de ça, du rapport de l'Occident en fait au reste du monde. Et je crois que et c'est ce que fait Hollywood depuis un petit moment, en recyclant des histoires qui n'appartiennent plus au monde contemporain, tu vas avoir en fait de toute manière un point de vue conservateur, presque réactionnaire finalement sur les sujets que tu vas aborder. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même d'une manière générale, on va y revenir, mais j'ai l'impression que quand j'ai regardé Tarzan, je vois des scénaristes en train de lutter contre une forme d'histoire, c'est-à-dire que pendant tout le film, j'ai l'impression qu'ils rajoutent des éléments pour dire ah oui, au fait, regardez, on n'est pas raciste. On ne fait pas la même chose, oui. C'est ça, je vous jure, on n'est pas raciste, mais en fait, ta structure d'histoire est raciste. Donc à partir de là... Oui, parce que, alors... Voilà, pour expliquer, le film commence par Tarzan qui est en fait Lord Clayton, qui est déjà revenu en Angleterre, qui se fait plus ou moins embrigadé par la Belgique via les lords anglais, pour essayer, grâce à sa renommée au final au Congo belge, essayer de montrer au monde ce que l'on pourrait faire normalement sans abattre un esclavage sur les Noirs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lui raconte pour l'attirer au Congo belge. En fait, c'est juste un stratagème pour gagner des diamants, puisque le roi de Belgique est totalement endetté. Tout ça pour dire que, à chaque fois, on t'amène un personnage ou une motivation dans l'intrigue qui est censé être noble, c'est-à-dire faire le prosélytisme de la façon de faire belge, pour dire, regardez, on peut très bien arriver à coloniser, enfin en tout cas à posséder une sorte de pays en n'étant pas raciste. À côté de ça, t'as le personnage de Samuel Jackson. Alors, il faut absolument qu'il y ait un Américain dans les films. Au début, quand j'ai vu Samuel Jackson arriver, je me suis dit, ça va être intéressant. J'aimerais bien savoir qui il joue. Et puis là, je l'ai entendu parler, je me suis dit, merde, il joue un Américain. Et ça m'a fait chier parce que je me suis dit, arrêtez de vouloir absolument toujours mettre un Américain, comme si le spectateur américain pouvait pas du tout regarder ce film s'il avait pas un référent là-bas. Surtout, soit dit en passant, on va reparler parce qu'il y a quelque chose qui me gêne dans le film. En fait, c'est un film qui se base quand même sur des éléments historiques concrets et qui en fait est très peu et on sent qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherche en fait sur le sujet. Mais sur le personnage de Samuel L. Jackson par exemple, c'est quand même un personnage très particulier parce qu'on est en 1890, c'est-à-dire 30 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, et le type est docteur, et c'est-à-dire on parle, il y en avait peut-être 12 quoi, des Noirs aux États-Unis qui avaient un doctorat quoi. C'est clair. Oui, et en plus, et lui dans les 12 il voyage. C'est ça. Et voilà, pour en revenir du coup, au début il y a la volonté des Belges soi-disant de faire ce prosélytisme de la bonne façon de coloniser. Ensuite il y a le personnage de Samuel Jackson qui va venir et qui va dire non mais ils utilisent probablement des esclaves, donc viens avec nous permettre d'avoir ces preuves là pour les dénoncer. Non, voilà, parce qu'à chaque fois il y a un morceau de l'intrigue qui est là pour te dire non mais regardez mon film en fait il est vraiment il va vraiment à l'encontre de tout ce colonialisme, de tout ce racisme qu'il y avait à cette époque-là, et vraiment Tarzan c'est un mec super, sauf que effectivement si tu prends du recul et tu vois vraiment tout le film à la fin, en fait c'est un blanc
qui va aller sauver des Noirs d'une situation dont ils peuvent pas se sauver eux-mêmes. C'est ça. Et tu repars sur la base de la base, quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais juste ramener quelque chose. C'est là que tu vois que c'est vraiment un élément ultra colonial, en fait, cette manière de raconter les histoires. Parce que généralement, quand tu as quelqu'un qui n'est pas occidental, si c'est l'inverse, si c'est quelqu'un qui n'est pas occidental, qui se trouve confronté à la société occidentale, il va être paumé. Il va jamais devenir un général ou un roi. Il va arriver et il va être paumé, quoi. C'est-à-dire... tous les hindous qui arrivent à New York, c'est ça. Et qui va je suis perdu dans la grande ville, exactement, qui va au mieux devenir une sorte de guide spirituel, genre de gourou pour quelqu'un. C'est ça. Mais il n'aura jamais de vraie présence, on va dire sociétale, ou en tout cas un rôle politique dans la société occidentale. Alors que là, clairement, c'est le contraire, parce que là, Tarzan, c'est le sauveur. Et donc là, mais même d'une manière générale, ce qui est assez ahurissant dans ce Tarzan-là, c'est que, en fait, il n'y a aucun Africain qui n'est actif. C'est-à-dire que même dans le combat, à un moment, il rameute plusieurs tribus en fait du centre du Congo pour l'aider à se battre contre les Belges. Et à la fin du film, finalement, Tarzan se bat tout seul avec des animaux. Ouais. Et les Noirs en fait se contentent de regarder. Et à la fin de cette séquence, ils sont tous en joie en train de faire ouais, Tarzan nous a sauvés, Tarzan nous a sauvés. Et ils n'ont absolument pas participé à la bataille. C'est-à-dire que ils leur refusent même le droit de participer à leur propre guerre, quoi. C'est ouais, mais alors c'est pour ça que c'est gênant. Je reviens au fait de dire que aussi c'est la base du film, que ce soit un blanc qui soit de là-bas. Et c'est que ce qui est gênant, c'est qu'encore une fois, il vient des animaux, tu vois. Il vient pas il vient même pas des hommes noirs là-bas. Et donc quelque part, si tu veux, il est blanc. Je veux dire, ça aurait pu être un petit enfant noir, tu vois, qui a été élevé par un gorille. Et ce n'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Et même plus que ça, attends, je vais juste rajouter quelque chose. C'est un blanc qui tombe amoureux de la seule femme blanche à 3000 km à la ronde. C'est-à-dire que y a que des femmes noires autour, et à un moment donné dans le film c'est marrant parce que il y a un des méchants, un homme de main, qui s'avance vers Jane et qui fait ah oui c'est vrai que t'es pas mal du tout, je comprends pourquoi Tarzan est tombé amoureux de toi, ça a dû lui changer des négresses et des guenons. Ouais. Et quand il dit ça, c'est de l'air de dire oh regardez comme il est méchant, mais t'as envie de dire mais oui mais c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire Tarzan parce que blanc n'a pas pu tomber amoureux d'une noire, quoi. Ouais. Non mais oui. Mais alors mais encore une fois tu vois je l'ai dit, on arrive sur le schéma le blanc sauve le noir parce qu'il peut rien faire tout seul. Mais je ne peux pas, moi, m'empêcher, en tant que spectateur, de voir le fait que c'est quand même pas un humain. Et donc, je suis obligé, quelque part, de ne pas leur enlever tous les points dans leur dans un racisme qui, encore une fois, et c'est pas de leur faute, c'est juste la base du film. Du coup je suis tiraillé parce que je suis conscient qu'ils auraient pu le faire autrement, et c'est vrai que bon on y reviendra, mais c'est vrai que un truc tout bête, si il avait par exemple eu une première relation avec un humain noir qui n'était pas forcément celle de tuer le gosse de son ennemi juré, le chef de village Mbonga. Il y a une histoire secondaire de vengeance entre un chef de tribu et Tarzan qui a tué son fils parce que son fils a tué la guenon qui a élevé Tarzan. La maman gorille. Dans le cadre d'un rite d'initiation, en fait. Ouais. Et ce qui est... alors, par exemple, je trouve que ça va un petit peu trop rapidement, par exemple, sur cet endroit-là. Clairement. Je trouve que son premier contact avec les humains n'est pas assez... qui est donc avec Margot Robbie, avec Jane, n'est pas assez expliqué, quoi. Enfin, il y a des endroits où en fait ils auraient pu passer un peu plus de temps pour nous montrer comment Tarzan voit petit 1 les humains africains et pourquoi il les voit comme ça, et petit 2 comment il voit les humains blancs, parce que en fait de base on te dit c'est l'ami des noirs. Et il n'est pas super fan de comment les Anglais font les choses. Sauf que pourquoi, en fait ? Parce que, en fait, si c'est un noir qui a tué sa mère gorille, ben, je sais pas, moi, je partirais du principe qu'il aime pas tous les noirs, par exemple.
Tu vois ? C'est vrai. Non, c'est vrai. Et du coup, après, autant de manière animale, je me dis, s'il a vu son reflet dans de l'eau, peut-être qu'effectivement, il va être plus attiré par Margot Robbie que par quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, tout est discutable. Mais justement, discute-le dans ton film et montre-le-moi. Et soit dit en passant, historiquement, pareil. Donc la mère de Jane a été élevée en Afrique parce que son père était professeur d'anglais, et d'où la véritable question, c'est qu'est-ce qu'un professeur d'anglais américain faisait dans la deuxième moitié du 19e siècle au milieu du Congo. Non, mais on va dire il s'est perdu. Non, mais clairement. Il tombait amoureux de la savane. C'est-à-dire, on est au Congo belge, mais en fait, les gens parlent anglais et pas français, tu vois. C'est ça, mais pourquoi Jane n'est pas belge ? Pourquoi Jane n'a pas, je sais pas, un père belge, une mère anglaise, par exemple Par exemple. Tu vois, au moins chercher un semblant de crédibilité. C'est ça, et en fait, ce qui est dommage, parce que je sais pas si t'as noté, mais dans ce film, il y a des scènes qui te mettent mal à l'aise parce que tu te dis, oula, tu fais de la merde, t'as fait une ellipse beaucoup trop grande, ou alors tu t'es trompé. Tu t'es trompé, et en fait, ce qui se passe, c'est que après, la scène est expliquée. Je pense par exemple à dès qu'ils arrivent en Afrique, Jane, Samuel L. Jackson et Tarzan font une petite rando, genre en mode aller au Congo, c'est easy, tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, tu comprends pas comment ils sont arrivés là. Scène qui t'est expliquée par la suite. Sachant que c'est à 1000 km de la côte à peu près. Déjà, de base, de la côte la plus proche qui explique-le nous, qu'il y a quand même des ports, etc. Mais bon, peu importe. Scène qui donc est expliquée plus tard par le personnage de Christopher Waltz, Léon Rome, où ils te disent « Ah mais merde, avec leur bateau, ils se sont arrêtés plus tôt pour marcher, etc. » Et en fait, dans un film d'un bon réalisateur, tu sais quoi, je lui aurais donné le bénéfice du doute à voir Tarzan, Jane et tout ça faire une rando en me disant ouais, ils se sont arrêtés en amont et ils ont décidé de marcher pour le reste. David Yates, je ne lui donne pas de bénéfice du doute, ok, parce que il me fait peur, parce que son film, il a pas l'air d'être un bon film. Donc quand je vois des scènes comme ça, et quand elles sont à chaque fois expliquées a posteriori, ben, je suis désolé, mais ça me tend, je suis tendu. Je me dis, ah, tu fais de la merde. Et même si après tu te sauves un peu en faisant des choses comme ça, ben, je trouve que c'est pas bien fait parce que, encore une fois, tout ton film n'a pas la maîtrise de ce que devrait faire un bon réalisateur en fait. Mais oui, mais parce que c'est marrant, parce que en fait, ce que tu me dis, c'est que là, t'as donné un exemple, mais c'est vrai que cette impression, elle me revient à plusieurs moments en fait dans le film. Et en fait, j'ai l'impression de voir, je vais parler des scénaristes, mais j'ai l'impression en fait de voir des scénaristes qui ont très bien appris à raconter en fait une histoire hollywoodienne, qui connaissent tous les fondamentaux pour écrire une histoire, tu vois. Une histoire en 3 actes bien construite, etc. etc. Et quand ils ont un sujet comme Tarzan, je vois 2 scénaristes qui se sont posés des questions mais qui n'ont jamais remis en cause ces fondamentaux là. C'est-à-dire que je vais parler de, il y a une petite intrigue secondaire qui court en parallèle du film qui est sur l'identité de Tarzan. C'est-à-dire qu'au début du film, donc comme tu le dis, on le voit en Angleterre, c'est un lord, et en fait quand on lui dit mais vous êtes Tarzan, il y a lui qui répond non, je suis pas Tarzan, je suis Lord Clayton, machin chouette. Ouais. Alors là tout de suite, tu vois, j'ai mon 6e sens de scénariste qui commence à tiquer, et je me dis ah oui, on va avoir une histoire où finalement Tarzan va se mettre à assumer son identité de Tarzan, parce que c'est un récit classique hollywoodien, hein, ce truc. Oui, le fait de renier la culture originelle, oui, tout à fait. Mais alors, ce qui, notamment en fait, au début du film, on lui dit mais alors tes parents c'est des gorilles, et il y a lui qui dit non, mes parents c'était Lord Clayton et Lady Clayton, etc., etc. Et ensuite, donc le film avance et on a de nombreux flashbacks pour nous raconter les origines de Tarzan, et dans ces flashbacks on voit notamment le moment en fait où il y a sa mère gorille qui a été tuée. Et en fait, au moment où sa mère gorille a été tuée, c'est là où en fait il se retrouve face à ce chef de tribu qui veut se venger de Tarzan pour avoir tué son fils. Et à ce moment-là, il y a le chef de tribu qui lui dit mais pourquoi est-ce que tu as tué mon fils? Et il y a Tarzan qui répond parce qu'il avait tué ma mère.
Et à ce moment-là, en fait, donc on a Tarzan qui assume en fait sa filiation étant fils de gorille, etc., etc. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est complètement artificiel parce que ce parcours, il se passe dans le passé puisque tout est fabriqué en flashback. Et s'il a déjà eu ce parcours dans le passé, pourquoi est-ce qu'il renie ses origines au début? Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement artificiel en fait. Pour le coup, moi, j'aurais pas vu ça comme ça. J'aurais vu ça comme une façade qu'il avait quand il était en Angleterre de dire non, mes parents ce sont les Clayton, etc. alors que il ne le pense pas lui-même. Ouais, mais sauf que c'est pas joué comme ça quand même. Tu vois clairement que... Je suis d'accord, mais oui, parce que t'es obligé là encore de comment dire, de comprendre une scène rétroactivement parce que. Mais c'est ça, j'ai l'impression que là tu donnes une excuse au film, alors qu'en fait c'est quelque chose qui. C'est exactement ça. Et moi j'en ai marre de donner des excuses. Enfin, il y a des films où tu vois, tu n'as pas d'excuses à donner, tu te dis, non, tu t'assois et tu te dis, non, laissons ça jouer, il m'amène quelque part, tu vois. Oui, mais je comprends. Et là, c'est pas pareil, parce que ça te tend, et oui, il y a cet exemple-là. Bon, après, ouais, là, peut-être je serais un petit peu plus conciliant, parce que je me dirais que c'est un conflit interne, mais là encore, c'est vrai qu'on te le présente pas assez bien, tout simplement. Non. Parce que c'est vrai que si on avait plus eu le fait de s'assumer et d'assumer son identité pendant le film, c'est-à-dire de renouer avec ce qu'il fait, mais ce qu'il fait pas vraiment dans son cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme tu le dis, à chaque fois par exemple, quand il voit son frère gorille qu'il challenge dans un combat pour lui demander le passage dans sa forêt, bon, tu sens qu'il s'est reconnecté un peu avec sa vraie nature, sa nature animale. Mais en fait, au final, tu le sentais pas si éloigné de ça, tu vois. Oui, c'est-à-dire que 4 secondes après qu'il soit arrivé en terre africaine, il était en train de faire des câlins à des lions. C'est-à-dire ils auraient pu jouer le fait que depuis qu'il est revenu en Angleterre, il aurait pu s'empâter, il pourrait être un peu gros, tu vois. Non, mais ça aurait pu être ça aurait pu être, par exemple, qu'il se fasse un peu attaquer par les lions, tu vois, qu'il se dise qu'il est perdu vraiment, et que ça dure plus que 15 secondes. Qu'il ait perdu un petit peu cette connexion à la nature qu'il avait, tu vois. Montre-le-moi en train de jeter un papier de chewing-gum par terre, tu vois. En mode pas écolo. Mais oui, ben après voilà, je pense il voulait avoir beaucoup trop de sous-intrigues et de choses à dire. C'est un peu difficile. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple aussi si tu prends la structure, parce que c'est aussi un film misogyne, c'est-à-dire si tu prends la structure elle-même, c'est l'histoire d'une demoiselle en détresse, donc Tarzan qui va sauver Jane des griffes du méchant. Et alors ce qui est marrant, c'est que de la même manière, les scénaristes racontent cette histoire et ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire un film un peu misogyne. C'est-à-dire que à un moment donné, quand Jane se fait enlever, il y a le méchant Léon Rome qui va la voir et qui lui dit crie pour que Tarzan t'entende. Et là t'as Jane qui dit tu veux que je crie comme une demoiselle en détresse, et elle refuse de le faire. C'est-à-dire qu'on est en présence de scénaristes qui se rendent compte en fait qu'ils utilisent une structure d'histoire complètement misogyne, qui se disent en s'en rendant compte et en le faisant remarquer ça sera pas misogyne. Mais c'est pas vrai en fait. Et tout le film c'est ça, c'est pas parce qu'ils se rendent compte que c'est une histoire raciste que l'histoire n'est pas raciste. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais faire un petit aparté sur ce genre de choses. Je sais pas si tu connais la série Flash. Parce que en fait c'est une série c'est pas Game of Thrones, hein, c'est pas une série HBO si tu veux, mais elle a l'intelligence de faire ce qu'ils ont fait justement je dis l'intelligence pour eux parce que quand il y a un moment dans leur scénario qui est un petit peu trop déjà vu ou des choses comme ça, ils en font référence. Ils utilisent un personnage qui va dire ah ouais, ok, on va faire comme dans Terminator, on va remonter le temps et c'est rigolo. C'est une série, tout le monde se régale, tu manges ta pizza devant, c'est pas grave. Le problème c'est que quand tu fais un film et que t'as qu'une seule chance, t'as pas plusieurs épisodes pour faire un truc bien au bout d'un moment, tu dois prendre en charge tous tes personnages correctement. Si vraiment t'es pas misogyne, fais kidnapper quelqu'un d'autre, tu vois. Je sais pas, le chef du village ou même vraiment Tarzan, tiens, pourquoi ce serait pas Tarzan qui serait vraiment kidnappé et que ce serait Jane pendant juste au moins cette partie du film, tu vois, qui arrive à le libérer. Enfin, il y a tellement de choses où en fait je trouve que ça passe à côté
beaucoup d'opportunités de faire des choses bien. Et je parle pas que d'un point de vue scénaristique, parce que clairement, je ne vois pas. Hein, faudrait vraiment s'attabler 15 jours pour vraiment connaître quelques pistes ou faire les choses bien dans ce film, parce qu'il est très dense. Encore une fois, ne serait-ce que l'inception de l'immigration chez Tarzan, je pense que il y a beaucoup de choses à pouvoir utiliser dans le côté animal qui devient homme, et on va dire homme civilisé à l'occidental versus civilisation africaine. Il y a pas mal de choses à faire. Alors, si tu veux, c'est marrant, parce que c'est vrai que même juste en reprenant ces structures d'histoire, le fait de questionner juste la place du blanc dans les colonies, il y a un auteur qui au 19e siècle l'a beaucoup fait, c'est Rudyard Kipling, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Rudyard Kipling qui était pour la colonisation, mais qui a jamais considéré par exemple l'Indien comme étant inférieur au blanc. Tu vois ce que je veux dire? Il avait un rapport un peu compliqué comme ça aux choses. Mais donc Kipling, c'est lui qui écrit le livre de la jungle, et notamment les histoires de Mowgli. Et ce qui est marrant, c'est que déjà Mowgli, c'est un petit enfant indien. Et que il apprend beaucoup plus de la nature que lui n'apprend à la nature. Il devient jamais le roi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses comme ça. Et je pense qu'il y a un petit roman de Kipling qui est un petit peu l'anti-Tarzan, et c'est L'homme qui voulut être roi, quoi. Oui. Et dans L'homme qui voulut être roi, il raconte l'histoire d'un officier britannique qui devient le roi d'une petite principauté imaginaire. Et il est pris un peu pour un dieu parce qu'il est blanc, parce qu'il vient d'ailleurs, machin et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que ça finit dans le sang. C'est-à-dire que cet officier anglais va être massacré par les Indiens, et sa tête va être renvoyée aux autorités coloniales. Tu spoil. Il y a un super film d'ailleurs qui a été fait avec Sean Connery et Michael Caine. De John Huston, une sublime adaptation. Ouais, c'était super cool. Mais c'est vrai que oui, ça pas. Enfin. Après, j'ai pas spécialement envie d'être méchant, parce que moi, malgré les petits moments de tension où effectivement fallait chercher des excuses à David Yates, que je déteste, hein, il faut le dire. Non, mais c'est vrai, c'est Harry Potter, ces adaptations d'Harry Potter, j'avais envie de le gifler. Pour moi, c'était moisi. Ouais, je suis d'accord. Et dans ce film, au final, je me suis un peu laissé bercer, c'est-à-dire que c'était plus ou moins cool, mais je trouve qu'il y a pas mal encore une fois, d'opportunités manquées. Alors, pas que scénaristiquement, parce que je pense que là, alors je sais pas, à moins que tu aies quelque chose de plus à rajouter, clairement, oui, bon. C'est un thème raciste, ce film-là, enfin Tarzan, je veux dire, en général. Et ils vont le traiter totalement. C'est-à-dire, ils le font sans intelligence. C'est-à-dire qu'après, ils essayent de te montrer qu'ils essayent d'attirer des espèces de points d'intrigue un peu intelligents pour donner un peu de relief à la structure de Tarzan. Mais en fait, tu as la lignée de Tarzan qui va dans la même direction toujours. Oui, mais alors ce qui est marrant, c'est que récemment, on a quand même un exemple d'une adaptation d'une vieille histoire bien coloniale, et qui a été plutôt réussie et réadaptée au monde contemporain, et c'est OSS 117 par Michel Hazanavicius, quoi. C'est-à-dire que ce que fait Hazanavicius, c'est qu'il reprend point pour point en fait tout ce qui faisait que OSS 117 était un truc dégueulasse et colonialiste, et en fait avec une ironie assez géniale, il parvient à garder une distance et à parler du monde contemporain. Mais parce que c'est plus facile de faire passer ton héros pour un con, parce que si tu le dis dès le début, eh ben alors tu peux faire la critique de toute la France post-coloniale, post-indépendance, etc. Mais clairement, ils peuvent pas le faire là. Ils sont obligés d'avoir un vrai héros. Quoique, ils auraient pu au moins essayer ils auraient pu le faire. Alors, peut-être pas en version comique, mais c'est vrai que, je sais pas, un espèce d'anti-héros, mais au moins sur certaines façades. Parce que le mec, il est juste parfait du début à la fin. En fait, si tu veux, ils auraient pu au moins adapter quelque chose. Jen aurait pu être noir, par exemple. Tu vois, ça aurait été un élément, tu vois. Ça aurait été. Parce que, clairement, c'était pas un film qui allait prendre une position subversive en te disant, quand même. Le colonialisme, on avait raison, tu vois, c'était pas non plus quelque chose. Alors que c'est ce que fait le film, hein, finalement. Oui, c'est ce que fait le film en ne le faisant pas. En fait, pour moi, ce film, c'est clairement. Tu sais que j'adore leur envoyer des petites piques, c'est les social justice warriors, quoi. Et c'est des gens qui veulent être un petit peu trop vertueux par rapport à la on va dire à la logique, et qui veulent tellement rendre
inclure de gens dans une espèce plus que de la tolérance, mais d'amour. Tu sais, c'est le genre de personne qui revient d'un voyage au Vietnam et qui disent « Oh, mais ces gens-là sont formidables ». Non, ces gens-là sont juste des gens-là. Ce sont juste des gens. Il y en a qui sont des gros cons et il y en a qui sont sympas, c'est tout. Et tu vois, c'est un peu ça pour moi, ce film. On a absolument besoin de te dire non, mais vraiment, les Africains, c'est magnifique. Ils sont tellement plus proches de la nature. Oui, mais bon, on l'a déjà vu 1000 fois comme chose à dire, et tu ne me racontes vraiment rien de spécial en fait. Donc... Ouais, mais en fait, sauf que là, il y a quelque chose aussi que je trouve particulièrement grave dans ce film, si tu veux, c'est qu'il se base sur des éléments historiques précis, c'est-à-dire il parle de la colonisation de la Belgique par Léopold II. Il faut savoir que ça a été quand même l'administration coloniale, ça c'est vrai, la plus terrible en fait et le méchant du film est Léon Rome, qui a vraiment été un gouverneur d'une partie du Congo et qui a été particulièrement cruel. Donc, à partir du moment où tu adaptes ça, si t'es pas très très précis en fait sur l'histoire et sur ce qui s'est passé, je trouve ça regrettable. Et là, le film n'est pas du tout précis et tu t'en rends compte à plusieurs moments. Il y a quand même, ça c'est une anecdote, mais il y a un dialogue à un moment donné où il y a Léon Rome qui dit qu'il est allé à la Sorbonne récemment, on est en 1890, et que c'était formidable parce que le roi de France y a été moins applaudi qu'un roturier. Et on est en 1890, ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de roi en France, quoi. Alors je sais pas, pour le coup il faudrait que je regarde, mais il y a plus de roi, mais est-ce qu'il veut pas dire tu vois, quelqu'un qui est censé être dans la lignée de quelqu'un. Il faudrait que j'essaie de retrouver la citation, mais ouais, je suis d'accord. Et non, mais si tu veux, d'une manière générale, donc déjà il parle de cette situation d'esclavage au Congo. Qui est quelque chose où on a l'impression, du coup, comme tu dis, on est quand même dans le monde contemporain, parce que quand Samuel L. Jackson fait sa lettre, on a l'impression que tout le monde, du coup, est au courant de ça, etc., etc. Alors que quand même, en 1830, Albert Londres fait son Terre d'ébène, où il raconte, en fait, et qu'il a vu des esclaves dans le Congo français. Donc on est 40 ans plus tard, et c'est-à-dire que la situation était toujours pas connue, et surtout il donne l'impression à la fin que du coup la situation abusive a été arrêtée par Tarzan. Genre en 1890 bien. Genre tout va bien après, tu vois. Non mais ça c'est dangereux, parce qu'aussi ça, encore une fois, ce truc colonial, ça donne l'impression que c'est les blancs qui ont fait en sorte de décoloniser l'Afrique, alors que c'est quelque chose qui a été gagné par eux, par les peuples. C'est clair. Et en fait, tu vois ce que je veux dire, il y a beaucoup de trucs qui sont très, 80 ans plus tard, quoi. Et juste 80 ans plus tard, c'est-à-dire on est presque dans une uchronie ici, quoi. Et le fait de se baser, et d'ailleurs je comprends pas très bien en fait même la trame narrative de l'histoire. C'est-à-dire que au début on te dit que pour installer sa colonie, en fait Léopold II s'est ruiné et n'a plus d'argent, et on nous dit qu'il envoie quelqu'un pour récupérer des diamants pour renflouer ses caisses. Sauf qu'après tu te rends compte que ces diamants doivent être utilisés pour payer des mercenaires pour je sais pas pourquoi en fait. Oui, pour prendre possession des forts, etc. Sauf que s'il est en dette, c'est qu'il a déjà utilisé cet argent, donc c'est qu'il a déjà ça, son armée là-bas. Donc c'est assez bizarre en fait, tu vois. C'est assez bizarre, mais bon, encore une fois, c'est vrai que ça laisse l'impression que en fait, grâce à 4 gnous et 2 crocodiles, ils ont eu l'indépendance du Congo belge en fait. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bâtard comme façon de présenter son histoire. Et sans les Congolais, bien sûr. Ça va sans les Congolais qui ne faisaient que regarder, hein, parce que bon, ils étaient en mode vous avez ramené la merde. Et voilà, c'est à votre blanc de faire de la merde. À plusieurs moments, pareil, je tique, c'est-à-dire le fait de voir des scénaristes si appliqués, si premiers de la classe, qui en permanence en fait font des trucs de scénaristes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début du film, on voit par exemple Jane qui parle à des enfants et qui leur explique que l'hippopotame est plus dangereux que le crocodile. Et là, je me dis, ah oui, bon, ben d'accord, on va voir une attaque d'hippopotame à un moment donné dans le film. Et j'en ai marre de ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir en fait un récit qui se déroule, tu vois, comme ça, où je peux tout anticiper, parce qu'on fait en sorte de tout me présenter. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout le faire à l'avance. Oui, je pense que depuis... En fait, il y a d'abord un manque de volonté d'aller chercher quelque chose d'original dans la structure basale du film.
Ensuite, il y a un manque d'approfondissement dans les mini-intrigues qui, c'est vrai, si c'était mieux utilisé, pourrait donner un meilleur relief. Parce que moi, pour le coup, pour passer, on va dire, aux choses positives, entre guillemets, moi, j'ai trouvé ça intelligent, le Samuel Jackson qui était là pour motiver Tarzan à repartir en Afrique en disant non, mais il y a probablement de l'esclavage alors qu'ils ont dit qu'ils n'en feraient plus. C'était plutôt pas mal j'ai trouvé, pour essayer de le motiver à repartir. Bon, il y avait des petites conneries comme ça. C'est vrai que cette histoire avec le fils du chef de clan aussi, ça aurait pu être bien exploité. C'est des petites choses comme ça qui te disent ah, si en plus de ça, là, le film était vraiment fondamentalement différent, ça aurait pu être quelque chose de vraiment très bien. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a quelques éléments comme ça qui pourraient amener en fait vers des choses beaucoup plus intéressantes, mais le problème c'est que, encore une fois, les scénaristes se sont posés ces questions de racisme, de colonie, de misogynie, etc., etc., et la seule réponse qu'ils ont donnée, c'est une réponse extrêmement superficielle. Ouais. C'est-à-dire, on va mettre des ornements et ça va passer. Et non, en fait, c'est le squelette de cette histoire qui pose problème. C'est pas du tout les ornements, c'est pas le fait d'avoir une petite fleur sur le veston, tu vois, qui va changer la chose. Et du coup, alors vraiment, mais là c'est pour porter les stockades finales, c'est que moi pour le coup la chair sur le squelette, j'ai pas trouvé ça génial. C'est-à-dire que pour moi là aussi il y avait pas mal de ratages au niveau des scènes d'action et au niveau des opportunités pour de me montrer des scènes d'action vraiment formidables. Je prends pour exemple justement l'hippopotame. Déjà j'étais très content qu'on dise que l'hippopotame était l'animal le plus dangereux, parce que c'est vrai, hein. Oui, moi aussi j'étais content. Il y a combien ? Il y a genre plus de 2000 morts ou je sais pas quoi par rapport à c'est l'animal le plus dangereux de la planète. Ouais, le plus meurtrier. Le plus meurtrier, ouais. Et justement, cette scène des hippopotames où à un moment il y a Jane qui profite de la présence d'hippopotames pour s'en aller, pour s'échapper de ses captifs avec Wasimbu, donc son pote noir. En fait, ils ne font que nager. Et bam, on me passe directement dans la forêt, alors que clairement, son idée à elle, c'était d'utiliser la présence des hippopotames pour rendre plus difficile la poursuite par ses captifs. Donc montre-le-moi, fais-moi un truc où il y a quelqu'un qui s'est justement bouffé par un hippopotame. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de problèmes aussi dans d'autres scènes d'action de lisibilité. Par exemple, à la fin, justement, quand Tarzan va sauver Jane et la donne, voilà, là pour le coup, si on est dans les trucs sexistes, voilà, elle est bonne à se faire passer comme un colis de liane en liane, quand Tarzan la prend et la donne à un autre homme pour qu'elle soit safe. J'ai trouvé que c'est toute cette scène avec les gnous qui foncent dans la ville portuaire, c'était pas très lisible, c'était assez mal fait. Je veux dire, pense à une configuration, genre mets ton plan de la ville à plat et montre-moi les choses intéressantes à voir dans tout ça. Et je trouvais que c'était pas super joli. Il y a des vrais problèmes de mise en espace en fait. Ouais, la mise en espace est mauvaise. Et oui, mais c'est pareil, voilà, avec la bataille contre le chef de village, le chef de clan qui vit dans les montagnes. Je trouve que l'endroit était plutôt cool, avec une cascade, des espèces de promontoires, des rochers, etc. Et il y aurait pu avoir une utilisation du terrain, clairement, à l'avantage de Tarzan ou pas. Et je trouve... Et c'est pas utilisé, c'est mal fait en fait. Et du coup c'est vrai que c'est un peu Bon après encore une fois voilà, j'aime pas David Yates et moi je trouve que c'est les Harry Potter qu'il a fait, c'est les moins spectaculaires, mais voilà, c'est-à-dire qu'en termes de pur spectacle, moi je trouve ça un peu fade. Et pour en rajouter encore, les effets spéciaux, les CGI, moi j'en ai marre en fait de voir des animaux en... Non mais en fait juste un petit exemple, mais quand Tarzan arrive et fait des câlins à des lions qu'il a pas vus depuis des années, ouais. Je vois que c'est des images de synthèse. Si ça avait été un vrai lion, j'aurais pu être ému, mais là c'est pas possible en fait. Mais en fait, et c'est pareil, en fait ce que je réalisais en voyant les gorilles aussi,
c'est qu'on s'est beaucoup trop habitué à avoir des animaux en images de synthèse maintenant dans les films. Je veux dire, où sont passés mes animatroniques? Où est passé mon Vélociraptor avec un mec dedans et 4 joysticks? Parce que moi, quand je revois Jurassic Park et que je vois les gosses en train d'échapper à un Vélociraptor qui, tu sais, quand il expire, tu vois sa buée sur le, sur le miroir et tu vois que c'est vrai. Bah ça c'est cool quoi et je sais pas Mais c'est vrai que je suis d'accord, mais même sur les, c'est c'est-à-dire chiant, que il y avait un des derniers films de Spielberg, c'était Cheval de guerre, qui pour le coup avait utilisé un vrai cheval pour les scènes d'action et ça se voyait quoi. bah, Enfin, c'était heureusement palpable, tu vois, comme manquerait plus que tu vois un animal qui existe ils utilisent autre chose ce serait vraiment... bah, c'est ce qu'ils ont fait dans Tarzan. Oui hein, mais bon après va expliquer à des gorilles comment non mais les pas gorilles buter d'accord, quelqu'un. les gorilles d'accord, mais genre les lions, tu vois, ou les choses comme ça, t'aurais pu utiliser des vrais quoi. Oui, bon après, je sais pas si les assurances elles auraient accepté que Alexander Skarsgård il fasse un câlin en lion, mais clairement t'aurais pu leur mettre un peu de Lexomil, c'est sûr, pour qu'il, tu vois. Mais oui, parce que alors c'est vrai, il faut rajouter, j'ai rarement vu une tablette de chocolat comme celle de Alexander Skarsgård dans le film. alors c'est très C'est- drôle. ça doit être- ses abdos doivent être assurés hein, et chers, ça je te le dis. Hein. Petite anecdote parce que je l'ai vu passer en interview chez Jimmy Fallon, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça lui a demandé 9 mois de régime où, bien sûr, chaque jour, il s'entraînait. Mais en fait, il avait un régime alimentaire particulier où, clairement, il devait bouffer que des brocolis et de la volaille d'à peu près 5 cm² toutes les 3 heures. C'est-à-dire qu'en fait, et tu vois déjà Alexander Skarsgård qui est genre hyper gaulé de base. C'est-à-dire que dans True Ouais. Blood, même quand il vit normalement, le mec, il est super gaulé. Lui, il a dû passer par ça. Et lui-même te dit, du coup, dès que je finissais de manger, je regardais ma montre et j'étais en train de me dire, plus que 2h55 avant mon prochain repas. Oh mon dieu. Et il a vécu comme ça pendant 9 mois pour tourner ce film, où au final, on le voit pas énormément torse... Enfin, j'ai pas trop l'impression qu'on le voit super torse nu. Enfin, c'est-à-dire que... Quand même, on le c'est assez voit- rentabilisé quand même. Hein, enfin, ouais. j'ai l'impression que d'ailleurs qu'on le, enfin, tu vois, que presque Superman, Henry Cavill, on le voit beaucoup plus avec les muscles saillants pendant tout le film que lui, parce que parfois au moins il est un peu habillé. Skarsgård. Et encore pour rajouter à l'anecdote, c'est-à-dire qu'il devait faire un reshoot d'une scène de 15 secondes. Après le tournage du film, alors que lui il était reparti sur son régime normal, il était heureux de retrouver sa Häagen-Dazs, etc. Et il a dû repartir sur un régime de 3 mois pour tourner cette scène de 15 Oh mon secondes, dieu. après avoir un peu supplié David Yates en lui disant ouais mais David tu te souviens pour les gorilles et tout ça c'était pas des vrais. T'as mis des images de synthèse, tu veux pas faire des images de synthèse sur ma tablette de chocolat? Et non, en fait. Il a dû repasser par tout ça. Le pauvre. Oui, c'est vrai que quand on fait la somme de tout ça, on avait quand même pas mal de petites gifles à donner. Là, on a été assez sévère, hein, j'ai Ouais, mais assez l'impression. sévère, mais moi, tu sais, voilà, j'en reviens à dire, alors c'est pas Warcraft, parce que clairement, Warcraft, je l'ai plus aimé que ça. Mais Warcraft, c'est inoffensif comme film. C'est ça la différence en fait. Ça. Quoique, tu vois, les orques, on en revient, hein, c'est les Syriens de. C'est pas faux. De la Terre du Milieu. Mais j'ai pas envie non plus d'être super méchant au niveau de la note parce que moi je l'ai vu et bon, tu prends un petit. Moi j'ai pris un petit peu de plaisir. Après, voilà, c'était peut-être parce que c'était 22h30 et que je m'attendais à plus une bouse que ça. C'est comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que tout dépend de votre façon d'aborder un film. Si vous attendez à vraiment de la merde, c'est toujours mieux. Vous allez toujours passer un meilleur moment au cinéma. Du coup, je lui donnerai 1,5 miam. Ouais, mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que moi j'ai envie de mettre une note très basse, mais. T'as envie de le sanctionner. L'idéal, on a mis 0,5. Ouais. Et donc, je peux pas. Donc, je vais dire 1, tu vois, pour dire que. Oui. C'est-à-dire comme c'est marrant parce que la dernière fois, du coup, j'avais utilisé l'idéal comme référent pour la note de camping. Donc, maintenant ça devient un standard. Bon, ok, 1.
1,5, donc ça fait une moyenne de 1,25 miam pour Tarzan. Et c'est cher payé, hein. Ouais, allez, Et c'est cher payé. je voulais faire ce film au début dans un truc de blockbuster, mais clairement, allez voir d'autres blockbusters qui sortiront cet été. Je pense à notamment Suicide Squad, ou même, vous savez quoi, Independence Day, qui doit être plus mauvais que ça, mais qui doit plus s'assumer en tant que film mauvais. Sera probablement meilleur. On vous dira ça quand on le verra. Bon, merci à toi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Ciao.